Vous êtes un astronaute. Depuis des mois, vous voyagez à la vitesse de la lumière dans une direction parfaitement droite. Votre mission, explorer les confins de l'univers, aller là où personne n'est jamais allé. Et soudain, vous apercevez au loin une lueur familière. Et en vous approchant, vous reconnaissez la Terre. Vous êtes revenu à votre point de départ sans jamais avoir fait demi-tour. Impossible? Pas forcément. Et si l'univers tout entier était un immense donut? Ou peut-être un ballon de foot à 12 faces? Ça peut paraître absurde, et pourtant, c'est peut-être pas de la science-fiction. La forme de l'univers, c'est peut-être l'une des questions les plus intéressantes que la cosmologie moderne essaye de résoudre. Et croyez-moi, la réponse pourrait complètement bouleverser votre vision du monde. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce frisson, cette sensation d'être tout petit face à l'immensité du ciel étoilé? Eh bien, imaginez un instant que cette immensité elle-même est une forme, et des contours et peut-être même des limites. Mais des limites sans bord, un petit peu comme un jeu vidéo où lorsque vous sortez d'un côté, vous réapparaissez de l'autre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi le terme infini n'est pas forcément synonyme d'illimité, et comment notre univers pourrait être à la fois fini et sans bord. Un peu comme si vous pouviez voyager en ligne droite et revenir à votre point de départ sans jamais rencontrer de limite. Prenez un moment pour vraiment saisir cette idée. C'est un petit peu comme si vous étiez un explorateur sur Terre au XVe siècle. Vous pourriez naviguer toujours tout droit et finir par revenir à votre point de départ, non pas parce que vous avez fait demi-tour, mais parce que la Terre est une sphère. Cette découverte a complètement transformé la façon dont l'humanité percevait le monde. Eh bien, comprendre la forme de l'univers pourrait avoir un impact tout aussi profond sur notre compréhension de la réalité. Et là, on peut se demander, est-ce que tout ça est réel ? Est-ce que je vis dans un décor replié sur lui-même sans jamais pouvoir le prouver? Eh bien, c'est cette question qui va nous accompagner tout au long de ce voyage. Parce que ce voyage que nous allons entreprendre n'est pas seulement scientifique, il est aussi profondément philosophique. Au fond, quand nous nous demandons quelle est la forme de l'univers, nous nous interrogeons sur la nature de l'espace lui-même. Mais avant de plonger dans les modèles cosmologiques modernes, faisons un petit détour par l'histoire. Comment l'humanité a-t-elle conceptualisé la forme du cosmos au fil des siècles? Notre voyage commence avec les Grecs anciens. Imaginez-vous à Athènes, il y a 2400 ans. Vous êtes assis aux côtés d'Aristote, observant le ciel nocturne. Pour lui, le cosmos était fini et sphérique. Il imaginait la Terre au centre, entourée de sphères concentriques portant les planètes, le Soleil, la Lune et les étoiles fixes. Aristote écrivait « Le ciel entier est nécessairement fini, car s'il était infini, il ne pourrait pas tourner en cercle. » Cette réflexion peut sembler simple, mais elle révèle une intuition profonde. La forme de l'univers est intimement liée à son comportement. Essayez de vous mettre à la place d'un penseur grec de l'époque. Nuit après nuit, vous observez le ciel et vous remarquez que les étoiles semblent tourner autour d'un point fixe. Cette danse céleste vous suggère naturellement un modèle sphérique. C'est fascinant de voir comment, à partir d'observations simples mais méticuleuses, les Grecs ont pu élaborer un modèle cosmologique cohérent qui a perduré pendant près de 2 millénaires. Ce modèle aristotélicien n'était pas une simple déduction physique. Il y avait des implications philosophiques et théologiques profondes. Dans cette vision, l'univers était ordonné, hiérarchisé avec la Terre, donc l'humanité, au centre. Plus on s'éloignait du centre, plus on se rapprochait de la perfection divine représentée par la sphère des étoiles fixes. Cette conception répondait non seulement à un besoin d'explication scientifique, mais aussi à un besoin de sens et de la place dans le cosmos. Et si vous aviez vécu à cette époque, auriez-vous osé remettre en question cette vision du monde qui semblait si parfaitement expliquer l'ordre céleste? Puis vint la révolution copernicienne du XVIe siècle. Imaginez le choc culturel. En plaçant le Soleil au centre, Copernic n'a pas simplement réarrangé les astres dans le ciel. Il a bouleversé toute une vision du monde où l'humanité occupait une place centrale. Et cette révolution a ouvert la porte à une question fascinante. Si la Terre n'est pas au centre, où sont les limites de l'univers? La question de sa forme globale prenait une dimension nouvelle et troublante.
C'est Newton, au XVIIe siècle, qui a franchi un pas décisif en concevant un espace infini qu'il décrivait poétiquement comme le sensorium de Dieu, l'organe sensoriel de la divinité. Dans une correspondance peu connue avec le théologien Richard Bentley, Newton s'inquiétait d'un paradoxe. Dans un univers infini et statique, la gravité devrait faire s'effondrer toute la matière en un point. Fermez les yeux et imaginez un instant des milliards d'étoiles, toutes s'attirant mutuellement. Comment un tel univers pourrait-il rester stable ? C'est comme si vous lanciez des milliards de billes sur une table parfaitement plate et qu'elles restaient miraculeusement dispersées sans jamais se regrouper sous l'effet de leur attraction mutuelle. Ce paradoxe, que Newton n'a jamais complètement résolu, illustre parfaitement comment l'infini pose des problèmes conceptuels profonds. C'est un petit peu comme si vous essayiez d'imaginer un nombre plus grand que tous les autres. Dès que vous pensez l'avoir trouvé, vous pouvez toujours lui ajouter 1. L'infini échappe constamment à notre compréhension intuitive. Mais le véritable bouleversement est arrivé avec Einstein en 1915. Sa théorie de la relativité générale n'était pas simplement une nouvelle équation ou un ajustement d'un ancien modèle existant. C'était une reconceptualisation complète de la nature même de l'espace et du temps. Pour comprendre cette révolution, imaginez que vous ayez passé toute votre vie à penser que vous marchiez sur une scène de théâtre plate et immuable. Soudain, quelqu'un vous révèle que cette scène est en réalité un trampoline géant, qui se déforme sous vos pieds sous le poids de tout ce qui s'y trouve. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que les objets tombent ? Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil ? Einstein nous a fait comprendre que ce n'est pas une force mystérieuse qui tire les objets, mais l'espace lui-même qui se courbe et guide leur mouvement. Prenez une grande toile élastique tendue horizontalement. Si vous posez une boule lourde au centre, elle crée des creux, une déformation. Maintenant, faites rouler une petite bille à proximité. Elle ne suivra pas une ligne droite, mais elle sera déviée par cette déformation, comme si elle était attirée par la grosse boule. C'est ainsi qu'Einstein nous invite à concevoir la gravité, non plus comme une force mystérieuse agissant à distance, mais comme une conséquence de la géométrie de l'espace-temps lui-même. Cette nouvelle conception a ouvert des possibilités inédites pour penser la forme globale de l'univers. Et c'est là qu'il faut introduire une distinction cruciale entre deux concepts, la courbure et la topologie. Imaginez que vous examiniez un petit morceau de la surface d'une orange. À cette échelle, vous pourriez déterminer s'il s'agit d'une surface courbe. C'est ce qu'on appelle la courbure. C'est une propriété locale qui nous dit comment l'espace se courbe à petite échelle. Maintenant, imaginez que vous preniez du recul pour voir l'orange entière. Vous constatez que c'est une sphère fermée, sans bord. C'est ce qu'on appelle la topologie. C'est la structure globale qui nous dit comment l'espace se connecte à grande échelle. Pour mieux comprendre cette différence, je vais vous raconter l'histoire d'une fourmi qu'on va appeler Sophie, qui vit sur un ruban de Mobius. Sophie est une fourmi ordinaire, qui vit sur ce qui lui semble être une surface ordinaire. Chaque jour, elle suit le même chemin pour aller chercher la nourriture. Un jour, par curiosité, elle décide de marcher toujours tout droit sans jamais tourner. Elle se dit qu'elle veut explorer le monde. Alors elle marche, et à sa grande surprise, après un long voyage, elle se retrouve exactement à son point de départ, mais de l'autre côté du ruban. Confuse, elle continue à marcher tout droit et se retrouve à nouveau à son point de départ, mais cette fois du côté initial. Ce que Sophie ne sait pas, c'est qu'elle vit sur un ruban de Mobius, une surface qui n'a qu'un seul côté et un seul bord. Localement, son monde lui semble plat, mais globalement, il a une structure topologique étrange qui lui permet de revenir à son point de départ sans faire demi-tour. Et si nous étions comme Sophie ? Si notre univers avait une topologie étrange qui nous permettrait de revenir à notre point de départ en allant dans la même direction. C'est exactement ce genre de propriété topologique qui pourrait caractériser notre univers, et c'est ce que nous allons étudier maintenant. Comment mesure-t-on la courbure de quelque chose d'aussi vaste que l'univers ?
C'est un petit peu comme si vous essayiez de déterminer si vous viviez sur une Terre plate ou sphérique sans pouvoir quitter votre ville natale. C'est un défi colossal. Imaginez que vous soyez un détective cosmique. Votre mission, déterminer la forme de l'univers sans jamais pouvoir le voir de l'extérieur. Quels indices chercheriez-vous ? C'est là qu'intervient le modèle cosmologique standard, basé sur les équations de Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker, FLRW pour les intimes. Ces noms peuvent sembler intimidants, mais ils représentent simplement le nom des scientifiques qui ont contribué à développer ce modèle mathématique de l'univers. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous assommer avec des équations. L'idée fondamentale est assez simple en réalité. Ces équations décrivent simplement comment l'univers évolue en fonction du temps, en fonction de son contenu en matière et en énergie. C'est un peu comme si vous aviez une recette qui vous dit comment va se comporter la pâte à pain en fonction des ingrédients que vous y mettez et de la température du four. Et c'est là qu'apparaît un personnage clé de notre histoire, il s'appelle Oméga. C'est pas une planète, ce n'est pas une force secrète, c'est un simple chiffre. Et pourtant, c'est ce chiffre qui décide du destin de l'univers. Trop petit, tout s'étire pour l'éternité. Trop grand, tout s'effondre. Juste au bon niveau et l'équilibre est parfait. Pour comprendre ce concept, laissez-moi vous raconter une histoire simple. Imaginez que vous lanciez une balle vers le ciel. Le comportement de cette balle dépend de la vitesse à laquelle vous la lancez. Si vous la lancez trop lentement, la gravité terrestre la ramènera vers vous. Elle monte, ralentit, s'arrête puis redescend. C'est comme un univers avec trop de matière où la gravité était si forte qu'elle finit par faire s'effondrer l'espace sur lui-même. Si vous la lancez exactement à la vitesse de libération, elle s'éloignera indéfiniment en ralentissant, atteignant théoriquement l'infini après un temps infini. Elle monte, ralentit de plus en plus, mais ne redescend jamais complètement. C'est comme un univers avec exactement la bonne quantité de matière où l'expansion et la gravité s'équilibrent parfaitement. Et si vous lancez la balle encore plus vite, elle s'échappera définitivement, s'éloignant toujours plus rapidement de la Terre. Elle monte, et bien qu'en ralentissant un petit peu, elle conserve toujours à cette vitesse pour continuer son voyage dans l'espace. C'est comme un univers avec trop peu de matière où l'expansion l'emporte sur la gravité. Maintenant, traduisons cette histoire en langage cosmologique. Ce personnage, Oméga, représente le rapport entre la densité réelle de l'univers et une valeur critique. Et selon sa valeur, l'univers aura une géométrie et un destin différents. Si Oméga est supérieur à 1, l'univers contient trop de matière. Sa géométrie est sphérique, comme la surface d'une sphère, et il est fermé, fini. Un jour, l'expansion s'arrêtera et l'univers s'effondrera sur lui-même dans un Big Crunch. Si Oméga est égal à 1, l'univers a exactement la densité critique, sa géométrie est plate, comme un plan euclidien, et il est peut-être infini. L'expansion ralentira indéfiniment, mais ne s'arrêtera jamais complètement. Si Oméga est inférieur à 1, l'univers n'a pas assez de matière. Sa géométrie est hyperbolique, comme la selle d'un cheval, et il est ouvert, infini. L'expansion se poursuivra éternellement, conduisant à un Big Freeze. Avez-vous déjà remarqué comme un petit changement peut avoir des conséquences dramatiques ? 1 degré de plus ou de moins dans la température de cuisson peut transformer un gâteau parfait en un désastre culinaire. De même, une légère variation de la valeur d'oméga change complètement le destin de l'univers. Ces 3 géométries possibles, sphérique, plate et hyperbolique, ont des propriétés fascinantes qui affectent la façon dont la lumière se propage et dont les structures se forment. Prenons par exemple un triangle. Dans la géométrie qu'on nous apprend à l'école, la géométrie euclidienne, les angles d'un triangle somment toujours à 180 degrés. Mais ça n'est vrai que dans un espace plat. Sur une sphère, comme la surface de la Terre, les angles d'un triangle sont à plus de 180 degrés. Imaginez un triangle formé par 2 méridiens allant de l'équateur jusqu'au pôle Nord. Chaque angle à l'équateur est de 90 degrés et l'angle au pôle Nord n'est pas nul. La somme dépasse donc 180 degrés. A l'inverse, sur une surface hyperbolique, les angles d'un triangle somment à moins de 180 degrés. C'est contre-intuitif, mais c'est une conséquence directe de la courbure négative de l'espace.
Ces différences de géométrie ne sont pas de simples curiosités mathématiques. Elles ont des conséquences observables sur la façon dont la lumière se propage dans l'univers et donc de ce que nous voyons quand nous regardons le ciel profond. Mais comment déterminer laquelle de ces géométries correspond à notre univers réel ? Comment savoir si nous vivons dans un univers sphérique, plat ou hyperbolique ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les observations astronomiques, et en particulier l'étude du fond diffus cosmologique. Les missions spatiales WMAP de 2001 à 2010 et Planck de 2009 à 2013 ont été conçues spécifiquement pour répondre à ce genre de questions fondamentales. Ces satellites ont cartographié avec une précision incroyable le fond diffus cosmologique, cette première lumière de l'univers émise il y a 380 000 ans après le Big Bang. Pour vous donner une idée de l'exploit technique, c'est comme si vous essayiez de prendre une photo d'une bougie située à des milliers de kilomètres, tout en détectant les variations de température de l'ordre du millionième de degré. C'est ce niveau de précision qui a été nécessaire pour mesurer les infimes fluctuations de ce rayonnement fossile. Ce rayonnement est connu comme une photo de l'univers bébé. Imaginez que vous trouviez une photo de vous à l'âge de quelques mois. Cette image ne montre pas directement comment est-ce que vous êtes aujourd'hui, mais elle contient des indices sur votre développement futur. De la même façon, le fond diffus cosmologique contient des indices sur la géométrie et l'évolution de l'univers. En analysant les propriétés statistiques des fluctuations de température dans ce rayonnement, les cosmologistes peuvent déterminer la géométrie de l'espace. C'est un petit peu comme si vous pouviez déduire la forme d'un tambour en écoutant simplement son son. Et le résultat de ces mesures est stupéfiant. Oméga serait égal à 1,0002, avec une petite marge d'erreur. Donc l'univers serait presque parfaitement plat. En 2003, un article scientifique a secoué le monde de la cosmologie. L'astrophysicien français Jean-Pierre Luminet et ses collègues ont fait une découverte intrigante en analysant les données du fond diffus cosmologique. Ils ont remarqué une anomalie, l'absence de corrélation entre les fluctuations de température au-delà d'environ 60 degrés dans le ciel. Pour comprendre pourquoi c'est étrange, laissez-moi vous raconter une histoire d'océan. Imaginez que vous êtes sur un bateau, observant les vagues. Normalement, vous vous attendriez à voir des motifs de toutes les tailles, des petites vaguelettes aux grandes houles. Ces motifs sont corrélés. Une grande vague est généralement composée de plusieurs petites vagues qui se renforcent mutuellement. Mais imaginez maintenant que vous observiez un océan où il n'y aurait que des vaguelettes, sans jamais voir de grandes houles, même par temps de tempête. Vous vous diriez, c'est bizarre, il devrait y avoir des vagues plus grandes, à moins que l'océan lui-même ne soit pas assez grand pour les contenir. C'est exactement ce que Jean-Pierre Luminet et son équipe ont pensé en observant le fond diffus cosmologique. C'est comme si l'univers n'était pas assez grand pour contenir des plus grandes fluctuations. Cette phrase peut sembler anodine, mais elle cache une idée passionnante. Et si l'univers était en réalité plus petit que ce que nous pouvons observer ? Avez-vous déjà joué à ces jeux vidéo où lorsque vous sortez d'un côté de l'écran, vous réapparaissez de l'autre côté ? Imaginez maintenant que l'univers fonctionne de la même façon. Que se passerait-il si vous voyagez suffisamment loin dans une direction ? Vous pourriez revenir à votre point de départ. Pour expliquer cette anomalie, Luminet et son équipe ont proposé un modèle audacieux. L'univers pourrait avoir la topologie d'un dodécaèdre de points carrés. Derrière ce nom intrigant se cache une idée fascinante qui pourrait révolutionner notre conception du cosmos. Qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Commençons par visualiser un dodécaèdre, un solide à 12 faces pentagonales, comme certains dés utilisés dans des jeux de rôle. Maintenant, imaginez que lorsque vous sortez par une face, vous réapparaissez instantanément par la face opposée, mais avec une certaine rotation. Pour mieux comprendre, pensez au jeu vidéo Pac-Man. Quand Pac-Man sort d'un côté de l'écran, il réapparaît de l'autre côté. L'espace du jeu est fini, mais sans bord. Vous ne pouvez jamais atteindre une limite où vous seriez complètement bloqué. Sauf qu'ici, nous parlons de l'univers réel en 3 dimensions. Ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'est pas une simple spéculation mathématique.
Luminet raconte qu'il a eu cette intuition en réfléchissant aux propriétés des espaces à courbure positive qui pourraient expliquer les données observationnelles. Si ce modèle est correct, ça signifie que le volume réel de l'univers pourrait être bien plus petit que ce que nous observons. En fait, l'horizon cosmologique observable, la limite de ce que nous pouvons voir, pourrait être plus grand que l'univers lui-même. Comment c'est possible ? C'est là qu'intervient le concept de cosmos chiffonné, terme inventé par Luminet pour décrire cette topologie complexe. Imaginez que vous êtes dans une salle des miroirs d'une fête foraine. Vous vous voyez répéter à l'infini dans différentes directions. Votre reflet dans un miroir est reflété dans un autre, puis dans un autre, créant une illusion d'espace infini, mais en réalité, la salle, elle, a une taille finie. De la même façon, dans l'univers avec une topologie non triviale comme celle d'un dodécaèdre de points carrés, nous pourrions voir la même galaxie plusieurs fois, dans différentes directions et à différents âges. C'est comme si l'univers crée des illusions d'optique cosmique, nous faisant croire qu'il est plus grand qu'il ne l'est réellement. Et si vous aviez déjà observé la même galaxie plusieurs fois sans le savoir ? Si certaines des structures que nous voyons dans des directions opposées du ciel étaient en réalité les mêmes, mais vues sous des angles différents et à des époques différentes. Cette idée change complètement notre conception de l'univers. Au lieu d'un espace infini s'étendant indéfiniment dans toutes les directions, nous pourrions vivre dans un espace fini mais sans bord, où la lumière peut voyager indéfiniment mais en revenant périodiquement aux mêmes endroits. Mais comment tester une telle hypothèse ? Comment savoir si nous vivons dans un dodécaèdre cosmique ? C'est là que la science devient détective, à la recherche d'indices subtils, cachés dans la lumière des confins de l'univers. Si l'univers a effectivement une topologie multiconnexe comme le dodécaèdre de points carrés, cela devrait laisser des signatures observables dans le fond diffus cosmologique. L'une des plus prometteuses est la présence de cercles appariés dans le ciel. Imaginez que vous êtes perdu dans une forêt mystérieuse enveloppée de brouillard. Le brouillard vous permet de voir à une certaine distance, formant des sphères de visibilité autour de vous. Vous prenez des photos dans toutes les directions, espérant trouver votre chemin. Maintenant, imaginez que cette forêt soit en réalité plus petite que votre sphère de visibilité et se répète comme dans un jeu vidéo. Que verriez-vous sur vos photos ? Vous remarqueriez que certains arbres, certains motifs apparaissent plusieurs fois dans des directions différentes. De façon similaire, si l'univers se replie sur lui-même, la sphère du fond diffus cosmologique, qui représente la limite de ce que nous pouvons voir, s'auto-intersecterait. Ces intersections formeraient des cercles et nous devrions observer les mêmes motifs de fluctuation de température le long des cercles appareillés dans des directions opposées du ciel. C'est un petit peu comme si vous preniez des photos panoramiques dans un monde qui se répète et que vous retrouviez exactement les mêmes éléments dans certaines parties de votre image, parce que vous aviez photographié en réalité les mêmes endroits sous des angles différents mais sans le savoir. Cette idée de cercle appareillé est particulièrement élégante parce qu'elle fournit une prédiction claire et testable. Si nous trouvons ces cercles, cela constituerait une preuve forte en faveur d'une topologie non triviale de l'univers. Les chercheurs ont scruté les données de Planck à la recherche de ces cercles appareillés, mais les résultats restent ambigus. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à déterminer ? Eh bien, imaginez que vous essayez de reconnaître le visage d'un ami dans une foule immense, sur une photo granuleuse, prise de loin, avec un éclairage médiocre. C'est essentiellement le défi auquel sont confrontés les cosmologistes. Le signal est faible, noyé dans le bruit, et les motifs que nous cherchons sont subtils. La détection de tels motifs est extrêmement difficile en raison du bruit instrumental et des autres sources d'émission qui contaminent le signal du fond diffus cosmologique. C'est un petit peu comme essayer d'entendre un murmure spécifique dans une salle bondée et bruyante. Cette recherche est un défi computationnel colossal. Pour vous donner une idée, il faut analyser des millions de paires de cercles potentiels dans toutes les directions et toutes les orientations possibles.
C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que vous ne savez pas exactement à quoi ressemble l'aiguille. Est-ce que vous avez déjà essayé de résoudre un puzzle dont vous n'avez pas l'image finale ? C'est exactement ce que font les cosmologistes. Ils cherchent des motifs sans savoir précisément à quoi ils devraient ressembler. Les scientifiques développent constamment de nouvelles méthodes statistiques pour relever ce défi. C'est un domaine où l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pourraient jouer un rôle crucial dans les années à venir en aidant à identifier des motifs que l'œil humain ou les méthodes traditionnelles pourraient manquer. De futures missions comme Euclid ou Lightbird pourraient apporter des données plus précises. En particulier Lightbird, dont le lancement est prévu pour la fin de cette décennie, mesurera la polarisation du fond diffus cosmologique, ce qui pourrait fournir des indices supplémentaires sur la topologie de l'univers. La polarisation est une propriété de la lumière qui indique l'orientation de ces oscillations. C'est comme si chaque point du fond diffus cosmologique avait une petite flèche indiquant une direction. Ces flèches forment des motifs qui sont sensibles à la géométrie et à la topologie de l'espace. Les débats entre cosmologistes sur ces questions sont passionnantes et parfois intenses. Certains, comme George Ellie, soutiennent que la topologie de l'univers est une question empirique et qui peut être tranchée par l'observation. D'autres, comme Max Tegmark, suggèrent que différentes régions de l'univers pourraient avoir différentes topologies, dans le cadre d'un multivers plus vaste. En tout cas, ces idées soulèvent une question philosophique profonde sur la nature de l'infini. Un univers topologiquement fini peut sembler infini à un observateur interne. C'est un petit peu comme si vous étiez à l'intérieur d'un jeu où le monde se répète indéfiniment. Vous pourriez explorer à l'infini sans jamais atteindre de limite, tout en étant dans un espace fondamentalement fini. Et si l'infini n'était qu'une illusion ? Si ce que nous percevons comme un espace sans fin n'est qu'un espace fini vu encore et encore sous des angles différents. Cette distinction entre fini et sans bord est cruciale. Nous avons tendance à penser qu'un espace fini doit avoir une frontière, une limite où l'on s'arrête. Mais la topologie nous montre qu'un espace peut être à la fois fini et sans bord, comme la surface d'une sphère ou la forme d'un tore. Henri Poincaré, le mathématicien français dont les travaux sont à la base de ces modèles, écrivait « Les axiomes géométriques ne sont ni des jugements synthétiques a priori, ni des faits expérimentaux. Ce sont des conventions. » Cette phrase résonne particulièrement quand on considère que notre intuition de l'espace pourrait être fondamentalement limitée par notre expérience d'être tridimensionnel. Il est extrêmement difficile d'essayer de concevoir intuitivement la forme globale de l'univers avec notre cerveau limité à 3 dimensions. Et c'est là que réside la beauté de la science. Elle nous permet de transcender les limitations de nos sens et de notre intuition. Grâce aux mathématiques et aux observations astronomiques, nous pouvons explorer des réalités qui échappent complètement à notre expérience directe. Parce que, comme l'a dit Étienne Klein, l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le soupçonnons, il est aussi plus étrange que nous pouvons le soupçonner.